Bonjour madame, bonjour monsieur, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de Plaisir de lire, comme chaque mercredi sur Zouk TV. Comme chaque mercredi, j'ai des invités qui vont faire part de leur amour de la lecture. Certains peuvent être des lecteurs occasionnels, d'autres peuvent lire tous les jours, mais en tout cas, ils ont comme point commun cet amour de la lecture et ils vont nous faire voyager à différentes époques et ce sera très intéressant. Donc aujourd'hui, mes deux invités, donc à ma gauche, donc j'ai Michel. Bonjour Michel, sois le bienvenu parmi nous. Merci aux téléspectateurs et puis ça fait très plaisir en tout cas de partager avec vous cette première émission. C'est avec un grand plaisir. Et à côté de Michel, nous avons en face de lui, du moins, Pierre-Philippe, qui vous souhaite également le bonjour et qui est très heureux de retrouver le studio, le présentateur et puis l'émission qui a été largement appréciée d'après les remontées que j'ai eues. Oui, Michel a eu la particularité, Pierre-Philippe a eu la particularité de nous visiter il y a quelques semaines de cela. Donc il est à nouveau parmi nous. Donc, plaisir de lire. Nous allons voyager. Nous voyageons dans les époques. Nous voyageons dans les territoires. Nous découvrons ou nous redécouvrons parfois notre Martinique. Nous redécouvrons un certain nombre de valeurs. Valeurs qui nous ont parfois été inculquées par nos parents, par des amis. Et la lecture, c'est toujours un moyen de réfléchir par rapport à l'actualité, réfléchir par rapport à nous-mêmes. Et donc, c'est pour cela que nous commençons maintenant donc, avec Michel qui va nous présenter son livre. D'ailleurs, Michel, quel est ton livre? De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Alors effectivement, je propose aussi de voyager dans le temps et puis éventuellement faire un parallèle avec la société d'aujourd'hui, puisque je crois qu'il faut retirer des leçons de ce que nos parents nous ont enseigné puisque nous sommes aujourd'hui. Donc effectivement, je vais parler d'un livre qui s'intitule Que les coqs se taisent et c'est donc Panor Pierre-Yves qui est donc l'auteur de ce livre. D'accord. Donc Que les coqs se taisent de Pierre-Yves Panor. C'est ça. D'accord. Voilà. Alors, Que les coqs se taisent. Donc, on a une affaire de combat de coqs? Non, pas du tout. Mais vous allez voir, le titre il est effectivement très parlant. Il y a aussi une très grande profondeur dans cette histoire, d'ailleurs que j'ai beaucoup apprécié. Donc, alors, c'est vrai que j'ai d'autres ouvrages, mais celui-là m'a particulièrement plu quand effectivement j'ai eu cette invitation. Donc, voilà, je crois qu'il y a des leçons à tirer de ce qui est écrit dans ce livre. D'accord. Alors, de quoi est-ce qu'il y a une histoire? C'est une histoire vraie? C'est une histoire fictive? De quoi parle cette Alors, ouvrage? en fait, il va partir quand même sur une histoire vraie, mais effectivement, au courant de l'écrit, donc il va effectivement rajouter un certain nombre de choses, mais qui me semble effectivement qui n'est pas contradictoire du tout. C'est un petit peu la vie de nos parents qu'il raconte au travers d'une histoire. Voilà, donc ça reste quand même une histoire vraie. Donc, Que les coqs se taisent, c'est une histoire du 21e siècle, 20e siècle, les époques sommeils Oui, on va dire ça. Donc, mais j'ai envie de dire que c'est aussi une histoire de nos jours. Ça continue. Donc, j'ai envie de dire que c'est la suite logique. J'ai presque envie de dire qu'aujourd'hui, c'est même encore plus prononcé. Donc, quand je vais rentrer dans le vif du sujet, on comprendra effectivement de quoi l'auteur il parle et ce qu'il a envie de nous enseigner, en tout cas. D'accord. Ce sera avec justement plaisir de t'écouter et de découvrir que personnellement c'est un livre que moi je ne connais pas. Donc c'est avec grand plaisir d'apprendre. Voilà. Donc effectivement cet auteur, en tout cas il est originaire des hauteurs de la Martinique, en fait dans un quartier qui se trouve dans les hauteurs de la Martinique, donc Montgomier en l'occurrence. Et là il va nous raconter l'histoire d'un homme qui s'appelle Isaac. Donc c'est un nom fictif donc il a utilisé et Isaac c'était donc un charpentier. Il avait 3 enfants et sa femme Germaine. Donc on va nommer cette famille la famille Hurlo et on va dire que c'est une très belle famille et puis monsieur Isaac il avait vraiment la volonté de transmettre des valeurs d'éducation, le respect du prochain, donc les valeurs fondamentales en tout cas la vie en société et donc c'est quelqu'un qui est très proche de sa famille. Et à vrai dire, il était un père de famille exemplaire,
dans le quartier. On le considérait comme ça, un homme très courageux et qui s'investissait pleinement, en tout cas, pour la réussite de sa famille. Mais malheureusement, la vie n'a pas toujours été très simple et très facile pour lui. Et il a subi donc une crise économique, et notamment du BTP à cette époque-là. Donc c'était sans précédent et donc il a perdu son métier. Mais il s'agit quand même d'un homme très courageux. Donc il n'a pas baissé les bras et il a cherché à se reconvertir. Il a eu beaucoup de peine parce que c'était pas non plus facile de trouver un travail. Mais il avait toujours souhaité donner le meilleur de lui et aussi donner le meilleur à ses enfants. En tout cas, permettre à ses enfants de vivre dans de bonnes conditions. Donc c'est ainsi qu'il a décidé, après plusieurs recherches infructueuses, il a décidé de se reconvertir et de créer en tout cas sa propre structure. Donc il va créer une petite exploitation agricole. Et dans cette exploitation qui sera composée à la fois de produits du terroir, donc tout ce qui est des fruits et légumes, et puis notamment avec un élevage à côté. Et dans l'élevage, on va retrouver, c'est un petit peu ce qu'on retrouve dans les quartiers, donc le mouton, le cabri, il va retrouver aussi le porc, mais on va aussi retrouver de la volaille, notamment le coq. Le coq. Voilà. D'où le fameux coq. Oui, mais l'histoire, vous allez voir, du coq, il est extraordinaire, mais c'est juste... en fait, j'ai envie de dire qu'il fait la transition avec le coq pour raconter une réalité. Donc, en tout cas, il va se reconvertir en agriculture ça va lui permettre, en tout cas, de faire repartir l'économie familiale. Donc, ce ne sera pas un homme riche, mais en tout cas, c'est un homme qui va pouvoir, à partir des produits de la terre, pouvoir aux besoins de sa famille. Et donc, il va vivre bien. Et comme un rituel, chaque matin, il va se réveiller au chant du coq pour aller s'occuper de ses animaux, pour aller s'occuper de son jardin. Mais il va le faire au même rythme que les autres personnes du quartier, parce qu'il faut dire que dans le quartier, il n'était pas que lui qui s'occupait de l'agriculture, il y en avait aussi d'autres personnes qui s'y intéressaient. Et sa propriété va rythmer, j'ai envie de dire, au son des animaux. Parce que quand il va arriver, je ne sais pas que vous connaissez, quand on donne à manger aux animaux, on a le mouton qui va bêler, on a le cri du cabri, le cri des porcs, et ça se fait dans une ambiance, je vais dire, traditionnelle, dans une ambiance que je pourrais qualifier de normale, en tout cas pour les gens du quartier, puisqu'ils sont baignés dedans et ils connaissent la vie du coq, de la volaille et de tous ces animaux-là dans le quartier. Donc ici, le personnage principal, en tout cas à ce stade de l'histoire, il n'est pas gêné, personne n'est gêné par le cri des animaux. Vous avez tout compris. Voilà, ça ne gêne ni la famille donc de M. Hulot, et notamment les personnes du quartier qui sont déjà habituées avec ce style de vie. Puisque ce cadre de vie parfois a donné lieu à des sujets d'actualité percutants, exactement. Aussi bien ici qu'ailleurs, et donc là on se rend compte que ça fait partie du paysage, d'un cadre normal qui ne pose pas de problème aux habitants. A priori qui ne pose pas de problème, mais on va se rendre compte assez rapidement dans cette histoire justement que un mystérieux voisin va arriver et il va... Certainement, c'est quelqu'un on va dire d'une classe assez aisée, donc il vient là avec sa famille, il va louer donc une maison, il va y habiter pendant un certain nombre de temps, mais ça va être quelqu'un qui sera pratiquement invisible, quoi. En fait, on ne va pas le voir, il ne va pas non plus se mélanger avec les personnes du quartier. On a même presque l'impression que sa maison est vide, quoi. Il y a personne. Et pourtant, un beau matin, à la surprise générale de la famille Hulot, ce monsieur, donc, il va décider de se plaindre à la famille Hulot. Vous devinez déjà pourquoi. Il va s'exclamer, je cite, les chants des coqs qui réveillent le voisinage chaque matin viennent-ils de chez vous? Comme s'il n'était pas au courant que c'était chez M. Hulot. Donc d'une manière hypocrite, on va dire. Et puis il va ajouter, en plus, que cela perturbe ma famille. Ce n'est pas normal que des bêtes réveillent de leur cri une famille tout entière. Voilà ce que va nous dire ce monsieur surprise qui s'appelle monsieur Dubrunol. C'est un nom qu'il a aussi fictif, qu'il a utilisé dans son ouvrage. D'accord.
Et vous comprenez bien que M. Isaac sera vraiment étonné de cette interpellation. Et il va répondre bien que les coqs ont toujours chanté. Alors, pas seulement chez lui, mais d'une manière générale, dans l'île, partout, dans tous les quartiers, ça fait partie de la tradition. Et, mais il va se rendre compte assez rapidement que c'est un monsieur qui est très remonté, qui ne va pas se laisser faire, et qui va même les menacer, qui va menacer la famille de faire intervenir les forces de l'ordre pour nuisance sonore. Et donc, du coup, les gendarmes vont arriver. Et donc, comme M. Hurlo, c'est quelqu'un de très calme, très patient, donc il ne va pas faire monter la crise, en tout cas. Il va réagir assez rapidement, mais de manière très calme, et il va décider de tuer tous ces coqs, pour éviter d'avoir du stress et de créer des problèmes. Et comme si ce n'était pas suffisant, eh bien, M. Dubonol va continuer encore à menacer la famille, parce qu'effectivement, dans son petit jardin, il n'y avait pas que les coqs, il y avait notamment le mouton, il y avait le cabri, tous ces animaux-là qui vont encore aussi déranger. Et il va les menacer pareil. Et il va même aussi être gêné par la fumée du charbon. Vous savez, ça fait partie de ce que nous connaissons, en tout cas dans les quartiers. Et donc tout ça va le gêner. Alors c'est ainsi que la famille, en tout cas, va décider de tuer tous ces animaux, d'arrêter définitivement avec les animaux, et pour éviter tout stress, en fait. Donc cette histoire-là, en fait, elle va se poursuivre, parce qu'on va voir qu'après, ironie de l'histoire, cette famille qui apparemment est dérangée par tous ces bruits, par toutes ces nuisances, eh bien, il sera en fait un beau jour embêté par le bruit du cabri de bois, qui est là. Par contre, c'est pas Monsieur Hurlo qui va le déranger, mais c'est la nature, tout simplement. Et là, il sera effectivement il sera interpellé, dérangé, et à la fin de l'histoire, on verra bien que ce monsieur, il va partir, il va décider de partir. Donc, mais je me suis arrêté à la première partie parce que je me suis dit que cette histoire-là, ça me fait aussi penser à une histoire un petit peu similaire, que j'ai pu vivre. Alors, pas de cette ampleur, mais en tout cas, on voit que le problème de voisinage, c'est quelque chose qui a toujours existé dans le passé, mais qui existe encore aujourd'hui. Et donc, face à cette histoire, eh bien, on se rend compte que, eh bien, il y a forcément des situations qui sont difficiles, des situations intolérables. Bon, après, ça peut être des problèmes de mauvaise odeur. On se trouve à proximité de personnes qui vont faire des évacuations de déchets sur les voies publiques ou en tout cas dans les rivières. Donc, ça peut être gênant. Mais je pense que, malheureusement, il y a des situations qui sont plus directement liées au comportement même des gens, quoi, en fait. Problème de jalousie, problème manque d'amour. Des fois, on n'est pas tolérant. Et alors qu'aujourd'hui, je pense qu'il devient de plus en plus important, mais justement, de revenir à ces notions qui sont essentielles, qui sont des notions du retour vers le jardin créole, vers l'élevage. Et pour moi, c'est un écosystème qui est important parce que ça permet, avec les bœufs, quand nos parents avaient des bœufs, bien, ça produisait du fumier et ça permettait effectivement de produire, en fait. Et donc, cette histoire montre bien une réalité que l'auteur nous raconte et qui, aujourd'hui, perdure. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai souhaité vraiment partager cette histoire avec vous. Oh, merci beaucoup. Merci. Et effectivement, ce sont, comme tu as dit, ce sont des problématiques qui, en fait, n'ont pas été créées aujourd'hui. C'est pas, par exemple, en 2021, ces soucis, entre guillemets, de voisinage, de coexistence de l'un avec l'autre, mais ça a toujours été. Et donc, approximativement, nous sommes, je pense, au début, nous sommes au XXe siècle. Au XXe siècle. Nous sommes au XXe siècle. Oui. Et je trouve que ça amène vraiment le thème du savoir vivre ensemble. Comment faire pour vivre les uns avec les autres. Et puis, comme tu as dit, la tolérance, les règles pour l'un, les règles pour l'autre. Et tu as expliqué justement dans ton récit que, au fur et à mesure, malheureusement, le personnage principal, il a baissé les bras, en fait. Oui, il a baissé les bras, il a tué les animaux. Est-ce qu'il y a eu un impact sur lui
Est-ce qu'il y a eu un impact économique, un impact émotionnel, puisque je suppose qu'il était aussi attaché à ces animaux, même si, bon, on imagine qu'il faisait aussi de l'élevage, pas... c'était pas de l'élevage. Le but, c'était pas d'avoir des animaux domestiques, mais il y a peut-être une problématique émotionnelle, mentale. Alors, effectivement, l'auteur ne raconte pas, il ne rentre pas dans ce détail. D'accord. Mais je suppose que s'il a tué des animaux, il pouvait quand même vivre de l'agriculture, donc des produits de la terre directement. Mais ça montre bien que lui, il a eu cette réaction, mais d'autres, alors l'auteur en a parlé par contre, d'autres ont eu la réaction d'intervenir, de réagir, mais alors parfois négativement. Donc il parle de l'histoire du coutelas, où entre voisins, le ton est monté et donc il y a eu un règlement de compte. Donc moi je me dis, il ne faut pas qu'on arrive jusqu'à là. Je pense qu'on est dans une société, surtout aujourd'hui, on a besoin de se prendre en main, de s'aider, de s'entraider et de produire de bonnes conditions. Donc moi je dis, cette histoire nous parle d'une réalité. Maintenant c'est à nous aujourd'hui de transmettre cette valeur en fait, pour que nous continuions à vivre ensemble, le bien vivre ensemble et aussi se prendre en main en fait, parce que je crois qu'on aura toujours besoin de la terre. La terre, la terre, l'élevage, pour moi c'est le cœur même de l'économie. De l'histoire de l'humanité. Voilà, l'histoire même de l'humanité. Oui. Alors c'est très intéressant le contenu et la thématique de ce roman, parce que ça fait écho effectivement, bon tu l'as dit toi-même tout à l'heure, ça fait écho à des éléments d'actualité qui parviennent à nos oreilles. Effectivement, tant ici en Martinique qu'ailleurs, il y a eu ces dernières années une série de plaintes déposées par des gens vivant à la campagne et qui ne supportaient pas les bruits traditionnels de la campagne. Le chant des coqs, le bêlement des moutons, le couinement des porcs, etc. Et vous avez des situations dans lesquelles il y a eu des plaintes de déposés qui sont bien évidemment allées devant les tribunaux. Et les plaintes ont été tellement nombreuses que les députés français ont considéré qu'il fallait légiférer à la suite d'une histoire qui opposait donc la propriétaire en l'occurrence, puisque c'était une femme, la propriétaire d'un coq avec ses voisins. D'accord ? Les voisins estimaient que le coq faisait trop de bruit, etc. Donc c'est allé en justice. Et à la suite de ça, les députés ont décidé de légiférer et de protéger les bruits de la campagne. Ils ont appelé ça la loi de protection des bruits de la campagne, qui fait que actuellement ces bruits-là sont répertoriés comme faisant partie du patrimoine, d'accord ? Et on ne peut donc pas porter plainte aussi facilement, et même peut-être pas du tout, contre les animaux qui font du bruit, que ce soit des porcs, des coqs ou des animaux de ce genre-là. Voilà. Donc effectivement, ça participe de la protection donc de notre patrimoine naturel rural en l'occurrence, quoi. Tout à fait. Qui est de plus en plus attaqué, puisqu'on sait que la biodiversité est attaquée, que les espèces se raréfient, que l'urbanisation gagne du terrain, et ce sur tous les continents. Donc, je pense que c'est une très bonne loi qui a le mérite d'exister et que les députés ont eu le courage de voter, quoi. En tout cas, ce sont des mesures, à mon avis, qui sont importantes et qui vont contribuer justement à faire développer l'agriculture, l'élevage. Mais on peut aussi se rendre compte que même, par exemple, l'élevage de bovins, c'est vrai que partout dans les quartiers, on en trouvait en fait. Et aujourd'hui, quand on regarde bien, c'est de l'herbe qui pousse à la place. Et oui, malheureusement. Malheureusement, donc ça veut dire qu'il faut quand même... et ça, c'est ce qui nous permet de nous nourrir. L'élevage, c'est le cœur de l'alimentation, comme je disais. Donc on en a besoin. Donc maintenant, s'il y a effectivement cette loi et puis il y a une prise de conscience, je pense que progressivement, il faut vraiment aller dans ce sens, quoi. Maintenant, après, il faut pas non plus qu'il y ait de perturbations. Oui, bien sûr. Il y a des nuisances, donc on se comprend. Oui, bien sûr. Oui, je pense, je suis convaincu que la communication aussi, il faut essayer d'arrondir les angles. D'arrondir les angles. Après, j'aime bien l'exemple, c'est un exemple qui m'a touché personnellement. Mais j'aime bien l'exemple que tu as pris justement dans le roman, qui explique que les voisins, ils ont commencé à se plaindre du coq, des moutons, des porcs, en fait, de l'ensemble des animaux d'élevage. Mais quand il y avait le cabri de bois... Vous ne pouvez pas faire grand-chose. Ils ont quand même accepté.
Voilà. Donc, on aurait pu imaginer qu'ils partent à la rencontre du cabri de bois. Bon courage. Mais C'est une opposition forte quand même. surtout si on est dans la campagne du Montgomier au Marais. Je connais un petit peu. Moi aussi, un petit peu. Donc, bonne chose. Donc, ce qui montre quand même que il y a quand même des choses, on peut faire le choix de contrôler, d'accepter, et puis il y a d'autres, notre tolérance, pourquoi on n'accepterait pas d'autres choses, surtout que on arrive peut-être après, donc composer avec les éléments. Voilà, c'est ça. En tout cas, j'espère que tout chacun tirera leçon à partir de cette histoire et qu'on va essayer donc de se tenir par les mains pour avancer ensemble et construire une Martinique différente. Et je dois aussi en fait peut-être préciser, puisque ça aussi c'est dans la continuité de ce que nous sommes en train de faire, puisque nous sommes en train de créer en fait une association et qui va permettre aussi de revenir vers le jardin créole. Alors c'est vrai qu'il y a une effervescence sur le jardin créole, tout en chacun a envie de créer, d'avoir son jardin. Juste une petite question pour ceux qui nous écoutent, puisqu'il y a plusieurs types de générations, il y a des personnes bien aguerries avec le terme, mais pour peut-être les nouveaux, peut-être les personnes qui ne sont pas de la Martinique, mais qui nous écoutent, ou bien les jeunes générations. Qu'est-ce que tu appelles jardin créole? Quel est le principe? Ah oui, alors là, ça c'est un terme il y a énormément à dire dessus, mais on va faire très simple. Donc le jardin créole, c'est tout simplement un jardin dans lequel on va retrouver un certain nombre de produits. Donc en fait, on va retrouver des légumes, des fruits, mais aussi des plantes médicinales, des plantes aromatiques. Et nos parents savaient faire parce qu'ils savaient aussi associer un certain nombre de légumes, ou en tout cas de fruits. Et ils savaient mettre en valeur le jardin. Donc c'est un petit jardin que nos parents avaient dans le temps autour de la maison. Et ça permettait d'assurer l'autosuffisance alimentaire pour la famille. Et puis après, c'est le petit poulailler à côté, le petit élevage qui permettait le dimanche, en tout cas pendant la semaine, on pouvait se nourrir du fruit à pain, de la volaille. Voilà, c'était vraiment dans un cadre familial. Voilà. Ce qui n'est... Alors, on ne peut pas dire aujourd'hui que ça n'existe plus, mais en tout cas, c'est plus peut-être la même chose à notre époque. Mais néanmoins, il y a quand même un retour. Il y a une volonté de revenir à cela. Donc c'est pour ça que je trouve que le livre m'a plu, parce que ça me permet effectivement d'aller dans ce sens, en fait, d'encourager. Oui, je te rejoins par rapport au jardin créole, jardin familial. C'est vrai que, il y a eu de nouvelles problématiques qui se sont posées sur notre chemin. Je dis notre chemin, je parle des habitants, nous en tant que Martiniquais, et nous sommes peut-être concentrés sur d'autres choses, mais ce qui est intéressant, par exemple, je pense dans les crises économiques ou autres, ça nous permet de repenser notre façon de faire, notre façon de consommer. Tout à fait. Et c'est aussi un thème qui est très à la mode, la dépendance alimentaire, l'autosuffisance alimentaire. C'est très à la mode, ouais. Oui, absolument. Un des premiers pas, je pense que c'est vrai que plutôt que d'attendre forcément que je sais pas, soit l'État, les élus fassent, on peut peut-être à son niveau faire des petites choses, même si ce sera pas, on n'aura peut-être pas un magasin, un magasin, mais faire des petites choses à notre niveau en cas de coup dur, en cas de retourner aux sources. D'ailleurs, on l'a très bien vu lors de la crise de 2009, parce qu'en 2009, l'approvisionnement a été un petit peu perturbé et les gens ont dû se rabattre sur ce qu'ils avaient autour de la maison. Et donc ceux qui avaient des jardins créoles ont été encore plus satisfaits de trouver dans leur environnement des tinets, des pois d'Angole, des fruits à pain. Et les gens se sont nourris de ça pendant pratiquement un mois, puisque la crise a duré un mois. On a pu tenir. Et les gens ont pu tenir à la grande stupéfaction de tout le monde, puisqu'on pensait qu'on était tous dépendants des importations. Or, on s'est rendu compte qu'en cas de difficulté, les jardins créoles, ou bien ceux qui leur restaient,
continuait quand même à assurer l'alimentation plus ou moins régulière de beaucoup de Martiniquais. Donc ça a donné effectivement un regain d'intérêt au jardin créole et des gens se sont effectivement lancés. Il y a un certain nombre d'associations qui se sont créées pour revaloriser le jardin créole et ses productions, quoi. Voilà. Et puis il y a aussi Dine, hein. Après Dine, on a vu, hein, donc il ne reste plus grand chose, mais l'agriculture était quand même là. Comme vous avez parlé de Tinet, hein, des bâchers de Tinet qui arrivaient, qui pouvaient nourrir la population. Donc ça montre bien la valeur même de l'agriculture. Et puis à cette période, je me rappelle aussi, hein, on était sous le bois, chercher des ignames. Je dis que la nature fait bien les choses, hein, les ignames bois, ce qu'on appelle l'igname bocodi aussi. Effectivement, on a pu en trouver. Donc, mais sans cette crise, en tout cas on n'aurait peut-être pas eu l'occasion d'y aller. Donc ça montre bien que la nature a envie de produire. Donc c'est à nous d'être aussi volontaires pour le faire. Tout à fait. Non, je partage votre analyse tous les deux. C'est vrai que une crise, ce n'est jamais quelque chose d'agréable en soi, sur le coup. Mais c'est un moyen pour nous. Moi, je pose toujours la question, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment? Ou quelles leçons qu'on peut tirer? Et c'est vrai que, la chose, il ne faut pas tomber dans le piège d'attendre la crise pour commencer à faire les choses. C'est exactement ça. La crise est là pour, penser sur le long terme. Et quand il y a la crise, on est un peu plus assuré parce qu'on a cette vision à long terme. Mais on peut faire les choses différemment à notre niveau, petite échelle. Tu as parlé de Dine, effectivement, Dine aussi a perturbé. Mais je pense que ce que nous vivons aussi actuellement avec le Covid, avec Covid-19, la façon d'interagir entre nous, la façon de consommer, ça devrait nous aider à nous poser des questions. Et pas seulement nous poser les questions, mettre des actions en conséquence. Qu'est-ce que je peux faire personnellement, en famille et puis collectivement, éventuellement. Tout à fait. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup, Michel. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous rappeler le titre de ton ouvrage, s'il te plaît? Alors, c'est un livre qui a été écrit par Pierre-Yves Banor et qui s'intitule « Que les coqs se taisent ». Que les coqs se taisent. Merci beaucoup. C'était un livre que je ne connaissais pas. Moi non plus. Même si le nom de l'auteur me disait quelque chose, surtout son nom de famille. Mais en tout cas, c'est un plaisir. Ça a été un plaisir et je vais l'approfondir. En tout cas, merci beaucoup, Michel, pour cette présentation. Que les coqs se taisent. Donc, nous avons parlé patrimoine, nous avons parlé terre, nous avons parlé Martinique. Est-ce qu'avec Pierre-Philippe, nous allons rester dans le patrimoine? Alors, on va effectivement rester dans le patrimoine, même si on va parler de notre patrimoine, tout aussi important que le patrimoine agricole, qui est le patrimoine architectural. Voilà. Alors, donc, j'ai plusieurs livres à vous présenter. Et le premier que je vais vous présenter, c'est celui-ci. C'est un livre de Jean Doucet qui est intitulé « Architecture moderniste en Martinique ». De 1927 à 1968. Voilà, vous l'avez à l'écran. Alors, qui est Jean Doucet? Jean Doucet, c'est l'auteur, l'un des deux auteurs, puisque c'est lui qui a écrit les textes, qui a fait les analyses, et puis il est accompagné dans l'élaboration de ce livre d'un photographe qui a fait de très très belles photos pour illustrer les textes en question. Alors, Jean Doucet, c'est un ingénieur, d'accord, qui a été à l'origine de la création de l'ADAM. L'ADAM, c'est l'Association pour le développement de l'architecture à la Martinique. Il a vécu d'assez longues années en Martinique et il a écrit donc un certain nombre d'études sur les styles architecturaux en Martinique et en particulier sur l'architecture moderniste, dont je vais dire quelques mots tout à l'heure, que je vais présenter tout à l'heure. Et voilà, donc, alors qu'est-ce que l'architecture moderniste? L'architecture moderniste, c'est une architecture qui est née en Martinique et en Guadeloupe dans les années 1920. D'accord. Alors, qu'est-ce qui la caractérise? C'est une architecture qui se caractérise sur trois plans. Déjà, au niveau international, c'est une architecture qui a été influencée, très fortement influencée par les courants dominants de l'architecture de l'époque. Qu'est-ce que vous avez qui prédomine dans l'architecture des années 1920? Vous avez un mouvement qui est le mouvement du modern art.
d'accord, qui est menée par des architectes comme Oscar Niemeyer et puis Le Corbusier, qui sont des novateurs en matière architecturale, des novateurs qui cherchent à briser un petit peu les codes, les tabous, à concevoir une nouvelle architecture. Et ils vont créer des choses extrêmement variées, extrêmement intéressantes en Europe et en Amérique latine, parce que Niemeyer, il est brésilien. Oui. Faut pas oublier ça, il est brésilien, et donc il va appliquer les caractéristiques de cette nouvelle architecture au Brésil. Alors, Niemeyer, c'est un nom qui ne vous est certainement pas inconnu, parce que c'est tout simplement l'architecte en chef de l'édification de Brasilia. C'est lui qui a mené la construction de Brasilia, qui est une ville futuriste, là, qui est née au milieu des plateaux brésiliens, et qui est devenue, alors qu'au départ, personne n'y croyait trop, qui est devenue effectivement la capitale que l'on sait du Brésil. Ça, c'est au niveau international. Alors, au niveau français, c'est l'époque, les années 1920, les années 1930. C'est une période pendant laquelle le colonialisme, si vous voulez, l'empire colonial français est à son apogée. Donc, l'État français souhaite quand même marquer de son empreinte les colonies sur lesquelles il a son autorité. Et l'une des manières de caractériser en quelque part sa présence, c'est de lancer des grands programmes de construction, et en particulier de construction de bâtiments administratifs. Ça, c'est le deuxième élément. Et le troisième élément, c'est la situation en Martinique et en Guadeloupe. Oui. En Martinique et en Guadeloupe, il y a un certain nombre de faits qui se déroulent, en particulier des catastrophes naturelles. Alors en Martinique, ce sont les éruptions de 1929. Oui. En Guadeloupe, c'est le cyclone de 1928 qui a tué quand même 3000 personnes. Oui. C'était pas rien. Et donc, les autorités considèrent que il faut mettre un petit peu un trait sur l'architecture traditionnelle en bois et se mettre à construire autre chose, d'accord, avec d'autres matériaux en particulier, puis faire d'autres types de construction. Donc, ils vont, voilà les trois, comment dirais-je, circonstances qui font que, à partir de ces années-là, 1925-1930, on va assister à l'émergence effectivement de nouveaux bâtiments, à la fois publics, à la fois administratifs, et puis après, petit à petit, des bâtiments privés qui vont mais qui vont compléter le paysage architectural de l'époque, qui est complètement dominé par l'architecture strictement créole traditionnelle que tout le monde connaît, qui est une architecture en bois. D'accord, avec bon, vous connaissez les maisons créoles traditionnelles, hein, ce sont des maisons en bois, de forme rectangulaire ou parallélépipédique, d'accord, donc qui présentent un aspect très 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 massif, très très carré. Or, cette architecture moderniste va un petit peu prendre le contre-pied, si vous voulez, de cette architecture créole, à la fois par l'utilisation de nouveaux matériaux, qui apparaît dans ces années-là aux Antilles, qui est le béton. D'accord. Voilà, le béton, on n'avait pratiquement rien construit en béton, tout était en bois, voilà. Et donc, les premières constructions modernistes sont des constructions qui sont en béton. D'accord ? Donc, on peut citer le lycée Selcher, on peut citer l'hôpital Clarac. Oui. On peut citer le couvent de Cluny, qui viendra un petit peu plus tard, hein, oui. Mais c'est quand même la même tendance, d'accord ? Et beaucoup de mairies, oui. Et en particulier des mairies dans la partie nord de la Martinique. Pourquoi la partie nord de la Martinique ? Parce que c'est la partie qui avait été la plus atteinte par les éruptions dont j'ai parlé tout à l'heure, et qu'il fallait absolument équiper de bâtiments pouvant résister à d'autres phénomènes de ce type-là. Donc vous avez notamment la mairie de Saint-Pierre,
Justement, Saint-Pierre qui est en pleine reconstruction, puisque elle avait été détruite une trentaine d'années plus tôt. Donc vous avez la mairie de Saint-Pierre. Vous avez, alors j'aurais aimé pouvoir vous montrer des photos. Bon, je le ferai peut-être un petit peu plus tard. Et vous avez la mairie de Grand-Rivet également, qui est donc dans cette zone du nord là. Bien. Alors, outre ces bâtiments publics, alors il y en a beaucoup d'autres que je n'ai pas le temps de citer en entier. Une petite question par rapport, puisque moi je ne suis pas expert ni même amateur d'architecture. D'accord. Alors, tu as dit c'est de l'architecture moderniste. Oui, ça s'est appelé de l'architecture moderniste, oui, c'est le nom qu'on lui a donné. La caractéristique pour l'époque, c'est l'apparition du béton. C'est l'apparition du béton. Est-ce que les bâtiments en question, administratifs, publics ou autres, est-ce que c'est du purement béton ou bien il y a du mélange? Non, alors, la structure est essentiellement en béton. Alors, il n'y a pas beaucoup de mélange, justement, parce que le béton est coopté et apprécié à l'époque. Je crois avoir compris que c'est aussi l'apparition des armatures en métal. D'accord. C'est-à-dire que pour solidifier le béton, on l'arme. C'est du béton armé, donc très souvent. Et donc, c'est une architecture qui laisse en fait très très peu de place au bois. Mais quand même, ça ne signifie pas que c'est une architecture qui ne tient pas compte du fait que les bâtiments sont érigés en Martinique ou dans les Antilles de manière générale. C'est une architecture qui est très, consciente, si vous voulez, qui est très gourmande de caractéristiques locales, d'accord, et notamment des caractéristiques qui lui permettent de bénéficier du contexte climatique local. Mais justement, notamment, oui. Mais justement, je me posais la question par rapport à cette évolution architecturale, passage du bois au béton. Ouais. Est-ce qu'ils ont pris en compte aussi cette notion de risque sismique? Alors non, quand même pas. Non, il faut dire les choses franchement, pas vraiment à l'époque. Parce que j'ai cité le lycée Selcher tout à l'heure. Le lycée Selcher, par exemple, on sait qu'il est actuellement reconstruit. Pourquoi? Parce qu'il représente quand même un certain danger, notamment parce que le sable qui a servi à l'édifier, c'est du sable qui a été prélevé au bord de la mer. Donc c'est du sable plus ou moins salin, qui n'est pas très solide. Et donc ça a été l'une des raisons qui ont décidé de sa reconstruction. Et donc à l'époque, on est quand même dans les années 1930, les gens ne sont pas encore très au fait de tout ce qui est parasismique. Ça va venir après. Voilà, c'est ça. D'accord? Mais ils sont quand même très... les architectes considèrent que le cadre, le milieu antillais est un milieu extrêmement agréable. Il y a du vent, il y a du soleil, il y a du vent très régulièrement, les alizés soufflent, etc. Il y a du soleil constamment toute l'année. Donc ils considèrent qu'il faut profiter de ces éléments naturels. De ce climat. Et donc ils vont construire des maisons, des bâtiments publics qui seront extrêmement bien ventilés, c'est-à-dire qui seront extrêmement ouverts sur l'extérieur, notamment avec de grandes ouvertures, de grandes fenêtres, des œils de bœuf ajourés, d'accord, la lumière va entrer à plein dans ces bâtiments-là, de grandes terrasses, de grands balcons sur lesquels les gens pourront s'installer, boire le punch, discuter, etc., etc. Et alors il y a une chose qui disparaît quand même par rapport à l'architecture créole, c'est la toiture. C'est-à-dire que la toiture n'est plus une toiture en pente, mais c'est une toiture terrasse. Oui. D'accord ? C'est une toiture terrasse. Donc très souvent, la terrasse est en même temps un balcon, si vous voulez, et sur lequel on peut se rendre pour passer un moment, pour observer le paysage, etc., etc. Est-ce que justement dans l'apparition de cette architecture moderniste, et tu as expliqué que par la suite, elle apparaît dans les habitations même privées. Oui, tout à fait. D'abord public, ensuite privé, oui, tout à fait. Privé. Est-ce qu'on assiste à une sorte, je dirais pas de ségrégation, mais de distinguo social? Alors, tu as mis l'accent sur un point très très important, effectivement. C'est quand même une architecture en béton. Donc, c'est pas toutes les personnes qui peuvent se payer des maisons en dur, en fait.
D'accord? C'est l'apparition du dur en architecture. On utilise souvent cette expression, une maison dure, etc. Les premières maisons dures ont été les maisons modernistes. Et donc, ça ne pouvait être que les membres de la petite bourgeoisie, qui étaient en mesure de se payer de ces constructions-là. Et de faire notamment des villas correspondant à ce type architectural, parce que bon, bien évidemment, la majeure partie de la population martiniquaise vit encore dans des cases créoles en bois, plus ou moins vastes, plus ou moins solides, etc. Et donc, cette petite bourgeoisie-là, c'est celle qui se fait construire donc des maisons. Alors, il y en a environ 350 dans l'ouvrage que je vous présente, en fait. Il y en a 350 recensés, ce qui veut dire qu'il y en a certainement beaucoup plus. Et donc, l'auteur en a recensé 350. Donc, toutes les photos apparaissent donc à la fin de l'ouvrage. Et vraiment, on en trouve dans toutes les communes. Dans toutes les communes de la Martinique. Ça allait être ma question. Est-ce qu'il y a une commune qui est épargnée? Non, alors bien évidemment, la petite bourgeoisie étant très bien représentée à Fort-de-France, on trouve beaucoup de maisons de ce type-là à Fort-de-France, mais ce style-là a essaimé dans toute l'île en fait. Et donc c'est vraiment que c'était l'apanage d'un groupe social qui vivait dans toutes les communes, dans l'ensemble des communes. Puisqu'on sait que les groupes sociaux, on les retrouve aussi bien dans toutes les communes. Oui, bien sûr. Voilà, donc, alors je peux citer quand même, si j'ai le temps, donc je peux citer, alors j'ai oublié de citer quelques-uns des bâtiments les plus emblématiques de cette période, donc j'en ai quelques-uns sous les yeux. Il y a l'hôtel Impératrice de Fort-de-France, d'accord, qui reprend qui appartient à ce style-là. Vous avez également la maison des syndicats. D'accord, la maison des syndicats. Vous avez la chapelle Bethléem qui est à Fort-de-France, qui est à côté du marché Bethléem, donc justement à côté du parking Silo Lafca du Hearn. Et puis vous avez également une villa très importante qui s'appelle la Villa Montplaisir. C'est l'une des plus grosses villas de l'architecture moderniste. La Villa Montplaisir, c'est la villa qui est juste derrière le lycée Selcher. Pour ceux qui ont le plan Fort-de-France en tête, quand on laisse le lycée Selcher en allant vers Bellevue, dans le petit morne qu'il y a derrière, vous avez une maison, une villa qui est immense et donc, qui est très facile à identifier parce que le portail s'inspire des ailes d'un avion. Et vous avez peut-être déjà vu cette villa-là. Elle existe toujours. Oui, elle est toujours là. Elle est toujours là. Elle est entretenue. Elle est habitée, je crois aussi. Oui, elle est encore là. Et donc, moi qui étais en classe au lycée Selcher, qui passait devant tous les jours, j'étais frappé déjà à l'époque par justement la forme du portail. Donc auquel on avait donné la forme des ailes d'un avion, justement parce que c'était aussi l'époque où les premiers avions arrivaient ici. On laissait un petit peu l'époque des gros paquebots et on commençait déjà à voyager surtout par avion en partant de la Martinique ou bien pour y venir. Donc l'aviation jouait déjà un rôle dans l'esthétique, on peut dire, architecturale. Donc, en fait, l'architecture est en fait un reflet de nos aspirations. Et puis du développement technologique aussi, global. Voilà. Et donc tout ça a concouru à faire que ce style-là a connu un vif succès, a perduré dans le temps, puisqu'on considère que les maisons ont continué à être construites comme ça jusque dans les années 65-70. Donc c'est un style qui s'est étendu sur une trentaine d'années quand même. Donc c'est vraiment quelque chose qui a marqué l'histoire artistique, je peux dire, puisque les architectes, dont j'ai quelques noms sous les yeux, étaient de véritables artistes. Puisqu'ils cherchaient à donner une dimension esthétique assez forte à leur construction. Alors j'ai parlé de la lumière tout à l'heure qui rentrait dans les maisons. Il faudrait que je parle aussi des éléments de décoration, parce que les éléments de décoration étaient très importants, notamment le carrelage.
Ceux qui vont consulter l'album vont voir qu'il y a plusieurs pages qui sont consacrées au carrelage, et le carrelage est généralement multicolore, c'est-à-dire vous avez des carreaux jaunes dans la même salle, hein, Jaune, des rouge. carreaux jaunes, rouges, bleus, verts, etc., alors qu'ils sont agencés en motifs, Oui. mais ces carreaux-là ont la particularité de conserver la fraîcheur. Voilà, c'est ça. D'accord? Et donc, ce sont des maisons dans lesquelles il fait toujours frais. Même à l'extérieur, même lorsqu'à l'extérieur il fait chaud, eh bien, le carrelage exhale de la fraîcheur qu'il a conservée et qui permet aux gens de ne pas avoir trop chaud, même si dehors il fait 30-35 degrés. C'est vraiment une dimension très importante. Hein, Mais, je vois ce carrelage depuis que je suis petit, puisque je l'ai vu chez ma grand-mère. Oui. Donc je verrai les choses différemment. Mais effectivement, j'ai le souvenir, quand je marchais pieds nus, c'était frais. C'était toujours frais, toujours frais. Et à l'époque, on nous recommandait de mettre nos sandales pour ne pas attraper la grippe, ou bien pour ne pas tomber malade. Oui. Voilà. Et donc, alors, je vais citer quand même le nom de quelques-uns de ces architectes emblématiques. Donc, il y a Louis Caillat, qui a été l'un des principaux, mais on peut citer aussi Jules Wakami. Vous avez eu Raoul Le Jaham également, Clément Louison, Maurice Delavigne Sainte-Suzanne, Honoré Donat, Yvon Saint-Yves, hein, qui ont vraiment déployé tous leurs talents à cette époque-là. Donc ce sont des architectes locaux. Oui, pour la plupart. Hein, oui, justement. C'est un style qui a été pris en charge par les Martiniquais même. Hein. Voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup Pierre-Philippe. Merci pour vous en prie. Ce petit tour architectural dont, je répète, je ne suis pas un grand amateur, mais j'ai pu apprendre des choses et me rendre compte que les choses ne sont pas faites par hasard. Il y a un contexte. Les choses ne se font jamais par hasard. Absolument. Pareil, donc il y a toujours une explication. En tout cas, nous avons vu le patrimoine agricole, la terre martiniquaise. Alors, si tu permets. Oui. Voilà. Alors, concurremment à ce livre-là, je vais vous présenter, puisque je l'ai amené, un autre livre, d'accord, un autre album en fait. Hein, ça s'appelle Patrimoine de la Guadeloupe. Hein, et c'est édité par l'Habitation Clément. D'accord. Alors c'est excellent parce que ça répertorie tous les éléments du patrimoine en Guadeloupe, qu'il soit architectural ou bien d'une autre nature, quoi. Donc c'est l'équivalent version Guadeloupe. Oui, on peut dire ça comme ça. Hein. Sauf que celui-là est plus concentré sur une période. D'accord. Hein, tandis que celui-là, voilà. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Merci à Michel. Oui, mais merci. Hein. C'était un plaisir. Merci Pierre-Philippe. J'ai appris beaucoup aussi, hein, pratiquement. Architectural. C'est le principe de cette émission. Nous apprenons à chaque fois. Nous sommes là justement. L'échange permet d'apprendre les uns les autres, puisqu'on n'a jamais fini d'apprendre. En tout cas, pour ceux et celles qui auraient aimé présenter comme Michel ou comme Pierre-Philippe un livre qui les a touchés, un livre qu'ils ont lu récemment, un livre qu'ils ont lu il y a très longtemps, donc il y a la possibilité de nous contacter au 06 96 19 41 13. Venez nous rejoindre dans Plaisir de lire, un mercredi à 15h sur Zouk TV. Ce sera vraiment un grand plaisir pour nous de vous recevoir. Et je vous dis d'abord merci pour votre présence, pour votre participation. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et je vous dis à mercredi prochain, 15h sur Zouk TV, dans Plaisir de lire.